Poésie, erreurs de déclamation et didascalie. Pourquoi cette initiative concernant une didascalie spécifique à la déclamation de la poésie? Elle résulte des erreurs que j'ai constatées dans mes propres déclamations, notamment au cours de mes récitals. Alors, peut-être travaillais-je insuffisamment mes textes avant la prestation, même certainement. Il est cependant difficile, surtout devant un public, d'éviter toutes les erreurs. Par ailleurs, j'ai observé aussi que les déclamations de mes confrères comportaient aussi des erreurs, y compris les déclamateurs de la Comédie Française qui sont pourtant des professionnels de très haute qualité. En général, les déclamateurs de poésie classique connaissent très bien les règles, ils ont le scrupule de les appliquer, néanmoins il reste difficile d'éliminer les erreurs, et ces erreurs, les miennes comme celles de mes confrères, sont relativement nombreuses. Statistiques générales sur les erreurs de déclamation. On se convaincra de l'utilité que présente une telle didascalie si l'on sait que la valeur globale des erreurs de déclamation pour la poésie classique et romantique atteint la valeur moyenne minimale de 108 pour 1000 interfaces, c'est-à-dire 1000 mots, soit 120 vers en général. Donc pour ce qui concerne des alexandrins. Alors c'est une statistique réalisée sur un échantillon total de 11 168 interfaces, c'est-à-dire 11 168 mots, soit 1335 vers déclamés par 9 donneurs de voix. Et ces déclamations ont été réalisées sur un grand site de livres audio, littérature-audio.com. Nous obtenons presque une erreur par vers, ce qui est tout de même considérable. En langue française, il existe un hiatus important entre la forme scripturale et la forme orale, ce qui est source de difficultés, et particulièrement pour la lecture de la poésie. C'est la raison pour laquelle une didascalie adaptée est nécessaire et permettra de pallier ce hiatus. Les erreurs constatées relèvent réellement de négligence involontaire des déclamateurs qui éprouvent des difficultés à obéir à des règles qui ne sont pas naturelles dans le langage courant. Je terminerai ce préambule par une prévention sur le terme d'erreur que j'ai employé précédemment. Il s'agit plutôt, à mon sens, d'une commodité de langage qu'il convient certainement de nuancer. Ces erreurs sont en réalité plutôt des inobservances à l'égard des règles prosodiques relatives à la poésie classique. Elles apparaissent dans l'interprétation orale alors que la forme scripturale en est exempte. Enfin, cette vidéo sera l'occasion de revenir une fois de plus sur quelques notions fondamentales relatives à la théorie de l'écriture euphonique que j'ai définie par ailleurs et voir là-dessus la vidéo correspondante dans la partie description de cette présente vidéo. Éléments fondamentaux de la didascalie. Cette didascalie a été choisie de manière à perturber le moins possible la lecture, c'est-à-dire en évitant au maximum d'altérer la présentation originelle du texte. Elle présente deux formes possibles, une condensée, une en intercalation au niveau des interfaces séparant les mots. Différents aspects spécifiques sont envisagés, couleur rouge, verte ou gras, pour une éventuelle impression en noir. Pour la démonstration qui suit, nous choisirons le gras. Nous allons considérer ces erreurs en prenant principalement comme exemple quelques vers de Boileau dans l'art poétique, ce qui est tout indiqué. Première erreur, réaliser des temps d'arrêt à l'intérieur du vers. Sauf effet d'interprétation spécifique et sauf rarissime le cas de certains vers qui impliquent par leur structure un arrêt, toute pause à l'intérieur du vers doit être évitée sous peine de détruire le rythme propre à la prosodie poétique. D'autre part,
Ces arrêts anormaux à l'intérieur du vers peuvent entraîner de graves erreurs, notamment lorsqu'ils se produisent au niveau d'une élision ou d'une liaison. La cause fondamentale de ces erreurs est due à la présence de ponctuation à l'intérieur du vers, interprétée comme arrêt temporel, notamment la virgule. Alors une interprétation qui correspond effectivement à la définition de ces signes, mais qui ne s'accorde pas avec la prosodie poétique. La solution orthodoxe pour éviter ces pauses, c'est de marquer les coupes et les césures par les signes conventionnels utilisés en analyse prosodique, c'est-à-dire la barre verticale simple pour la coupe et la double barre verticale pour la césure. Alors, ce sont des signes qui n'impliquent aucun arrêt temporel. Et c'est la préconisation que nous avons maintes fois présentée dans le cadre de la théorie euphonique et que nous allons rappeler ici. Alors en écriture traditionnelle, par exemple, se faire de Boileau, la rime au bout des mots assemblés sans mesure, eh bien vous pouvez l'écrire avec les signes conventionnels, donc de coupe et de césure, de la manière suivante. Et par simplification, on peut écrire les signes en exposant et en gras, de la manière suivante. Alors, ces éléments de didascalie signifient au déclamateur que la syllabe précédant le signe de coupe ou de césure doit être marquée par une inflexion vocale et non pas un arrêt temporel. Alors, notamment, cette inflexion vocale, ça peut être une accentuation tonique et particulièrement pour la césure. Autre avantage, la barre verticale de coupe qui ressemble à une apostrophe et cela peut inciter à l'élision au contraire de la virgule. Et c'est le cas dans le vers que nous avons pris comme exemple ici entre le mot rime et la préposition au. En excluant les cas de vers impliquant par leur structure un arrêt ou un effet d'interprétation, le nombre d'arrêts temporels erronés en déclamation atteint, selon notre statistique, une valeur de 64 pour 120 vers, donc une valeur élevée qui correspond pour la moitié environ à des cas de virgule et pour l'autre à des cas d'interface sans ponctuation. Deuxième erreur, ne pas prononcer les E post-accentuels. Sauf exception très rare, tous les E post-accentuels à l'intérieur du vers, sauf élision, doivent être prononcés, même avant une ponctuation. Pour éviter que le déclamateur n'oublie de prononcer ces E, on les notera en intercalation et en gras, comme indiqué ici dans le vers suivant. Sur le plan statistique, on observe environ 68 cas d'erreur de ce type pour 120 vers, soit 32% des occurrences de post-accentuels. Troisième erreur, ne pas respecter le E intralexical, c'est-à-dire le E qui se trouve à l'intérieur de certains mots et que dans certains cas, en prose, souvent, l'on ne prononce pas. Pour éviter l'erreur, eh bien, il suffit de représenter le E considéré selon le style choisi, ici en gras. Environ un cas pour 120 vers, soit 4% des occurrences de E intralexical, donc sur le plan statistique. Quatrième erreur, évitement de la liaison. Sauf exception très rare en poésie, toute liaison possible doit être réalisée, même s'il y a ponctuation. Nous représenterons cette consonne de liaison au niveau de l'interface, comme pour le E post-accentuel. Exemple suivant. Sur le plan statistique, environ 17 cas pour 120 vers, soit 66% des occurrences de liaison potentielles. Cinquième erreur, évitement de l'aspiration sur un H aspiré. En langue française, certains H en début de mot doivent être aspirés, d'autres non,
je voudrais insister sur l'aspect extrêmement dommageable à la lecture correcte de cette particularité. En effet, on peut concevoir qu'un déclamateur se renseigne sur le mot avant déclamation. En revanche, on ne peut raisonnablement pas le demander à un lecteur ordinaire, sauf pour les mots communs. Les complications orthographiques inutiles ne sont pas rédhibitoires si elles n'ont pas d'incidence sur la correction de la prononciation. En revanche, si elles sont incitatrices de fautes de prononciation, elles sont très préjudiciables. Par exemple, qu'on écrive éléphant avec PH ou F n'a pas d'incidence négative fondamentale, car tous les PH rencontrés vont se prononcer F. Sur le plan sémiotique, l'équivoque peut être toléré pour un signe, mais en aucun cas l'ambiguïté, ce qui est le cas malheureusement pour le H en début de mot. Pour la didascalie, comme précédemment, nous indiquerons le H aspiré avant le mot, comme par exemple l'exemple suivant. Remarquons que plusieurs niveaux d'incorrection peuvent être observés. Tout d'abord, liaison ou élision incongrue malgré le H aspiré. Alors c'est le cas classique de dire par exemple les haricots qui est une liaison incongrue. Ou si je dis le minuscule mot, ici c'est une élision incongrue. Si l'élision et la liaison incongrue sont des fautes graves, la prononciation du H aspiré sans aspiration, qui est tombée en désuétude dans la prononciation courante devant une voyelle, demeure une faute en poésie classique. Alors en effet, on observe qu'elle engendre une cacophonie vocalique, ce que démontre justement le vers approprié de Boileau, soit dans le contexte, garder qu'une voyelle à courir trop hâtée ne soit d'une voyelle en son chemin heurté. Donc, trop hâté, on a une cacophonie vocalique en O-A si le H n'est pas aspiré. Donc, ça signifie que le H doit être obligatoirement aspiré en poésie. Or, pour certains noms propres, la didascalie permet d'indiquer si l'auteur veut que soit prononcé le nom francisé ou le nom dans la langue originelle. Par exemple, si j'écris Hitler prit le pouvoir en Allemagne, ici je l'ai prononcé de manière francisée, mais on peut concevoir le mot dans la langue originelle, par exemple Hitler prit le pouvoir en Allemagne. Et donc dans ce cas-là, la didascalie permet de savoir si vous prononcez le mot dans la langue originelle ou si vous prononcez le nom francisé. Sur le plan statistique, environ 59% des cas de H aspiré sont prononcés de manière erratique. Sixième erreur, ne pas marquer la césure par une accentuation. Cette erreur se produit notamment lorsqu'existe une ponctuation en dehors de l'hémistiche. Par exemple, le cas suivant, j'aime mieux un ruisseau qui sur la molle arène. Ici, le lecteur aura tendance à appuyer sur qui, étant donné qu'il y a dans la version originelle une virgule après qui et non pas après ruisseau. La ponctuation établie par la théorie euphonique est suffisante pour indiquer la nécessité d'une accentuation ou d'une inflexion. Alors c'est une caractéristique qui est difficilement caractérisable sur le plan statistique. Alors on peut affirmer qu'il y a un grand nombre de cas correspondant à ces cas d'arrêt temporel à l'intérieur du vers, même si il est difficile de présenter une statistique. Septième erreur, ne pas respecter la diérèse. Alors la diérèse, c'est la prononciation en deux syllabes et la synérèse, donc la prononciation en une syllabe. Alors il est difficile de savoir à l'avance si un mot doit être prononcé en diérèse ou en synérèse en raison de la variabilité de cette particularité suivant l'époque. La seule solution sûre, c'est de comptabiliser les syllabes à l'avance, ce que peut à la rigueur réaliser le déclamateur,
mais en aucun cas le lecteur commun. Alors en langue française, un signe est prévu pour indiquer une dièse, c'est un signe tout à fait officiel, c'est le tréma. Eh bien il suffit de l'employer tout simplement, comme dans l'exemple suivant. Curieusement, ce signe n'a jamais été employé alors que c'est un signe tout à fait officiel. Cela signifie-t-il que la lecture devait distinguer les initiés des béotiens? C'est ce qu'on peut imaginer. Ça pourrait être plutôt que l'aspect oral a été beaucoup négligé, ou encore ça peut signifier que le dictat de l'habitude est impossible à ébranler. Sur le plan statistique, 57% des diérèses ne sont pas respectées. Autre particularité facultative mineure ou difficilement détectable ou encore difficilement signalable. Donc nous allons voir ces caractéristiques qui peuvent donner lieu à un signe de didascalie, mais pas obligatoirement. Premier cas, ne pas marquer les fins de vers par un arrêt temporel. Les retours à la ligne en fin de vers sont normalement une forte incitation à respecter un arrêt temporel sans qu'il soit nécessaire d'ajouter un signe de didascalie. Néanmoins, certains lecteurs ne le marquent pas et parfois, même quelquefois souvent. Une absence d'arrêt temporel peut se rencontrer de manière justifiée dans le cas de la poésie épique ou théâtrale, lorsqu'il y a une précipitation du rythme, ceci lors des passages particulièrement véhéments. Et dans ce cas-là, eh bien, c'est la présence de la rime seule qui peut compenser cette erreur. Donc on considérera dans ces cas-là que cette absence d'arrêt temporel soit absolument normale. Dans tous les autres cas, l'absence d'arrêt temporel en fin de vers est préjudiciable car cela relègue la poésie à la prose et cela supprime également les effets de rejet. En didascalie, nous indiquerons un tiret en gras à la fin du vers. Alors c'est une didascalie qui est réservée aux vers très spécifiques qui peuvent prêter à erreur. On va donner un exemple ici. En éliminant de notre statistique les cas justifiés, nous obtenons une valeur de 9% pour ce type d'erreur qui apparaît le plus souvent pour les mètres courts ou lorsque la fin de vers correspond à une liaison syntaxique relativement forte. Non-discernement des fins de phrase. Le point qui indique la fin de phrase est un signe très ténu qui est parfois assez peu visible pendant la déclamation, surtout selon les conditions d'éclairage qui ne sont pas toujours bonnes. Alors sur support papier ou support informatique. Alors plusieurs solutions possibles. La première, c'est ajouter un tiret bas. Et la seconde, c'est un surlignage des différentes phrases en couleurs différentes. Alors, voici un exemple ici en couleur orange et verte, par exemple. Sous-rajouté. Sachant que les post-accentuels doivent être prononcés, eh bien certains déclamateurs en rajoutent erratiquement au niveau des interfaces consonantiques. Alors par exemple ici entre père et dent, l'autre a peur de ramper, il se perd dans la nue. Ici j'ai rajouté un donc ce qui est une erreur de déclamation et ce qui rajoute une syllabe excédentaire. Statistiquement, cette erreur est quasiment négligeable. Néanmoins, on peut trouver des déclamateurs qui auront l'habitude de prononcer ces appelés quelquefois euphoniques parce qu'ils s'intercalent entre deux consonnes. On peut pallier à cette erreur en notant en gras la consonne prononcée, comme dans l'exemple suivant. Liaison mal appropriée. Certains cas de liaison sur des mots se terminant par plusieurs consonnes peuvent être discutables.
Il est souvent préférable de ne considérer que la dernière consonne prononcée, par exemple le R pour le mot par ou le mot vers. Et notamment lorsqu'il faut éviter la confusion entre le singulier et le pluriel, on indiquera en gras la consonne prononcée, par exemple, fuyons des mauvais sons, le concours odieux. En revanche, on notera, s'il s'agit d'un pluriel, la lettre de liaison, en l'occurrence Z, pense de l'art des vers atteindre la hauteur. Ici, vers est un pluriel. Notons que certains mots, comme l'adverbe toujours, font naturellement exception, ce qu'on indiquera ici par un Z comme précédemment. Un style trop égal et toujours uniforme. Distinction entre et ouvert et fermé. Les terminaisons de verbes en AIS et AIT doivent être prononcées en et ouvert et les terminaisons AI et fermé, ce qui permet de distinguer les temps. Quelques mots également concernant le digramme AI doivent être prononcés en et ouvert comme laitue ou pain. On peut marquer ces digrammes lorsqu'ils sont prononcés en et ouvert. Par exemple, ici, je marchais lentement lors d'un coup je stoppais. Gémination, quoique ce soit tout à fait facultatif, il peut être intéressant d'ajouter un certain cachet à une déclamation en prononçant certaines consonnes géminées. Il suffit de les mettre en relief selon le procédé choisi, comme par exemple dans le vers ci-dessous, et plus innocemment dans les vers de Ménandre. Aspiration sur voyelle non aspirée en l'absence de H. Enfin, une erreur rare mais que j'ai rencontrée chez certains déclamateurs, c'est l'aspiration sur des voyelles en l'absence de toute lettre H aspirée. Par exemple, le A dans le vers suivant. Marot, bientôt, après, fit fleurir les ballades. En ce cas, j'avoue n'avoir trouvé aucune didascalie pour éviter cette erreur. Seul un travail de déclamation assidue permet de pallier ce défaut. Il en est de même pour d'autres défauts de prononciation, comme par exemple le sifflement du S, la pertinence à appuyer plus ou moins les accents toniques, ou encore à prononcer plus faiblement certaines liaisons un peu délicates, afin qu'elles ressortent moins, etc. Tableau récapitulatif. Or, type d'erreur, exemple et statistiques sur le tableau suivant. Des valeurs pour 1000 interfaces, soit 120 vers sur un échantillon de 11 168 vers, et ou parfois, entre parenthèses, ici, indiquer les pourcentages d'erreurs par rapport à la formule considérée, c'est-à-dire correcte ou erronée. Alors, par exemple, la pause à l'intérieur du vers, eh bien, on a 64 erreurs pour 1000 interfaces, c'est-à-dire pour 120 vers. Pour l'apocope d'UE post-accentuel, par exemple, eh bien, on a 68 erreurs pour 1000 interfaces, soit 120 vers, ce qui correspond à 32% des occurrences de E post-accentuel. Donc voilà pour ces erreurs, et on voit qu'elles sont généralement très importantes, dépassant souvent les 50%. Suite du tableau pour des particularités moins spécifiques ou négligeables, ici que l'on ne peut pas quantifier sur le plan statistique. Exemple d'erreur sur une déclamation réelle, extrait de À des oiseaux envolés de Victor Hugo. Alors, ce qui apparaît en rouge sur cet extrait
ce sont les erreurs de déclamation. On remarque notamment dans cet extrait une pause au niveau d'une élision entre perte et en dans le premier vers, une pause au niveau de la césure sur une interface sans ponctuation entre né et o dans le deuxième vers, et on peut remarquer un E post-accentuel apocopé après une virgule entre strophe et mal dans le deuxième vers. Le même extrait ici en didascalie. En gris, nous avons les arrêts temporels que l'on peut tolérer dans la mesure où ils sont induits par une ponctuation majeure, des points d'exclamation par exemple, ou d'interrogation. Les coupes et césures sont en rouge et pour le reste, le vert a été choisi. Alors on peut voir quelques exemples de cas ici. Un E intralexical dans revenez. Un exemple de liaison exilés en grondant. Un exemple de post-accentuel vase du Japon. Et aussi un exemple de H aspiré avec hérissé. Et ici, nous avons le même extrait en mode interne. Application web à l'usage des déclamateurs. J'ai créé une petite application web qui est en lien donc ci-dessous, qui vous permet, après que vous ayez indiqué la didascalie en noir, de l'obtenir au choix, en gras, en rouge ou en vert, ce qui permet de gagner du temps. Vous pouvez indiquer votre didascalie à la demande selon vos exigences. Alors il ne faut pas indiquer toutes les caractéristiques, mais uniquement celles qui sont susceptibles d'entraîner une erreur, cela par rapport au déclamateur considéré. Alors un exemple, vous avez mes enfants. Alors mes enfants, c'est inutile d'indiquer le Z parce qu'ici il est assez difficile de l'éviter. Alors le texte nécessite une préparation relativement simple, c'est-à-dire indication d'une balise autour des lettres concernées. Alors voilà par exemple le texte au départ tel qu'il se présente. Et le texte préparé avec les balises 1 comme balise ouvrante et 2 comme balise fermante. Et vous obtenez le texte suivant, donc en différents cas, c'est-à-dire en gras ou en vert, ou en mode interne ou en mode intercalé. Voilà. Conclusion. La didascalie présentée, nous semble-t-il, résout en grande partie les erreurs de déclamation dues généralement à une défaillance de vigilance pendant cette déclamation. Dans le cas d'une lecture intérieure subvocalisante, on peut penser que l'incitation à une lecture correcte est favorisée également. Il doit bien être convenu que le déclamateur conserve la possibilité d'une interprétation d'ordre artistique libre qui est susceptible d'introduire des exceptions aux règles prosodiques, néanmoins pour un nombre limité de vers, ce qui ne détruit pas la métrique de l'ensemble. Et en particulier au niveau de l'introduction d'arrêts temporels. Cependant, il nous faut considérer un autre aspect concernant les inobservances aux règles classiques. Les altérations involontaires de la diction, altérant la structure prosodique, invalident-elles l'effet normal que doit produire la prosodie? Par exemple, lire dans un alexandrin un hémistiche de 5 ou 7 syllabes au lieu de 6 est-il perceptible négativement? Autrement dit, la rigueur des règles ne traduit-elle pas un goût pour une codification contraignante qui serait en partie gratuite et qui pourrait en réalité être assouplie? Il est très difficile de répondre à cette question
qui suppose une sensibilité très fine à la prosodie poétique et une appréciation très sûre. Nous débattrons ces questions à l'occasion de vidéos spécifiques. Concernant la didascalie, je peux affirmer par mon expérience pratique qu'elle est indispensable autant pour travailler la déclamation que pour la prestation elle-même. Et pour terminer, je donnerai l'exemple d'un texte travaillé et déclamé en prestation en utilisant la didascalie, voir le lien indiqué en description de cette vidéo. Alors on peut sans doute y trouver certaines erreurs, mais me semble-t-il relativement rares, et vous pouvez les signaler dans les commentaires. Merci de m'avoir écouté.